Alors pendant un peu plus d'une heure, on va voyager à travers le parcours assez incroyable de Nathalie Baye, à travers 5 extraits de 5 films que vous avez choisis, Nathalie, et puis, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui en profite, à la fin, évidemment, vous aurez le droit aussi de poser toutes les questions que vous voulez. Avant de voir le premier extrait que vous avez choisi, j'aimerais revenir sur le tout début. Vous avez fait le cours Simon, vous avez fait le conservatoire, vous avez tourné un premier film, celui qu'on va voir, qui est un film de Robert Wise, Ouais. avec Peter Fonda. Ouais. Quel souvenir gardez-vous de ce tout premier tournage? À vrai dire, je ne pensais qu'au théâtre. Je rêvais de théâtre et je ne pensais pas faire du cinéma. J'étais persuadée que le cinéma était fait pour des créatures éblouissantes. Et comme je venais de la scène, avec la danse, j'aimais la scène. Et c'est un souvenir, ce premier tournage qui était, je sais pas, j'ai dû tourner une journée et demie, c'était vraiment une scène. D'abord, c'était un souvenir terrible parce que le personnage que j'interprétais devait ressembler à l'héroïne principale du film. Et l'héroïne principale du film était très blonde. Donc on m'a décoloré les cheveux en blond, mais jaune. J'étais jaune. Donc déjà là, j'étais terrifiée. Et voilà, et cette scène avec Peter Fonda, je vais dire une chose très méchante, mais il n'a pas été très gentil. Donc je ne l'ai pas aimé beaucoup. Mais Robert Wise, j'avais même pas réalisé, alors que j'avais vu West Side Story, je n'avais même pas réalisé qu'il était le réalisateur, entre autres, de West Side Story. Lui, c'était un homme merveilleux. On va parler d'un autre merveilleux, on est donc en 73, et puis le public français va vous découvrir dans un film qui s'appelle La Nuit américaine. Le film aura l'Oscar du meilleur film étranger. Alors je vais resituer votre rôle. Vous êtes une script d'un tournage d'un mélo qui s'appelle Je vous présente Pamela. François Truffaut réalise le film et joue aussi le réalisateur dans ce film-là. On va vous retrouver face à lui dans cette scène, évidemment. Après, on va parler de La Nuit américaine, ce grand chef-d'œuvre du cinéma et que tous les amoureux du cinéma adorent. Dis donc, il n'y a que ça, hein. Il paraît que tous les autres films se ramassent. Dis donc, à propos de parrain et de filleule, t'as vu le garçon qu'Alexandre attendait depuis le début du film? Il a déjoué tous les pronostics, hein. Tout le monde s'attendait à une petite Lolita et c'est un ravissant Lorenzo Show qui débarque de l'aéroport. Dis donc, je pense à quelque chose. Si on se servait de lui pour la scène de l'accident de bagnole de Pamela? Mais tu es complètement folle, c'est pas possible. C'est une scène vraiment dangereuse. Il faut un vrai cascadeur pour faire ça. Non, écoute, reprenons la cuisine. Alors, dans la nuit, Alexandre retrouve sa belle-fille dans la cuisine. Pourquoi dans la cuisine? Ça ne peut être que dans la cuisine. Faut éviter le côté louche, tu comprends? Ça, voilà, j'ai fait un premier jet, mais je suis pas emballé. Alexandre, vous savez ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Pamela, je crois que oui. Mais je crois que oui, c'est très mauvais. Pamela doit être sûre qu'elle est amoureuse de son beau-père, autrement le personnage paraîtra trop mou. Non, cette scène, ça fonctionne pas, il manque une idée. Pourquoi tu téléphones pas à Jean-Marius pour t'aider? J'y ai pensé, mais il est pas à Paris, il est au Japon. Il écrit une adaptation de Premier amour de Turgenev, transposée dans le Japon moderne, celui-là est formidable. Bon, en tout cas, c'est une meilleure idée que Pamela, j'aurais mieux fait de faire ça, tu vois. Hein? On peut faire des films avec n'importe quoi, hein. On peut faire des films avec Kissinger, Mission Fructueuse, la greffe cardiaque, le bijoutier qui blesse sa femme d'un coup de feu. Moi, écoute, mon vieux, au boulot, hein. Tu dictes et je tape. Oui. N'oublie pas que t'as promis à Julie de lui donner son dialogue ce soir. Bon, alors on reprend la cuisine, hein, et on supprime alors tout le côté honteux, mauvaise conscience des personnages. Évidemment, vous êtes arrivé sur ce film sur une audition, sur un casting, et je crois que la toute première rencontre n'a pas été aussi évidente parce que vous imaginez pas forcément dans ce rôle de script. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ah oui, alors le premier rendez-vous avec François Truffaut, c'était donc parce qu'il cherchait l'actrice pour interpréter le rôle de la script girl. Et il me voit, il me pose des questions, il est très gentil. Et puis au bout d'un moment, il me dit « Mais vous n'êtes pas le personnage, ça va pas aller. Non, ça va pas aller. » Bon. Alors je lui ai dit au revoir. Et puis au moment de me lever et tout, il me dit « Mais revenez quand même demain. Revenez demain. » Et je suis revenue le lendemain, on a fait une lecture d'une scène, non pas du scénario, mais d'un film qu'il avait tourné précédemment. Et à la fin de la lecture, il m'a dit « C'est vous. Mais vous allez mettre des lunettes. » Ça m'a gâché le plaisir. Et il a été chercher des lunettes d'une dame, une secrétaire, qui étaient des lunettes genre sécurité sociale absolument épouvantables. Il m'a dit « Mettez-les. » Donc j'avais une tête pas possible. Il m'a dit « Parfait. » Et voilà. Donc je suis sortie, avec mon peu d'expérience, je suis sortie avec deux sentiments. Un sentiment, bien entendu, heureux, je sais pas, très enthousiaste. Et puis en même temps, j'étais totalement
et puis avachi à l'idée que j'allais porter ces lunettes pendant tout le tournage, et voilà. Donc vous voyez, avec le peu d'expérience, on n'arrive même pas à s'apercevoir combien c'était effectivement une chance extraordinaire de commencer. Moi qui ne pensais pas au cinéma, en tournant dans un film sur le cinéma qui raconte un tournage de cinéma, je suis tombée amoureuse du cinéma. Voilà. Et justement, est-ce que les tournages de François Truffaut ressemblaient au tournage de Je vous présente Pamela? Est-ce qu'il y avait vraiment une similitude ou est-ce que c'était une ambiance fantasmée dans le film? Comment vous l'avez vécu en tout cas? C'était un tournage assez idyllique, assez merveilleux. Moi, j'avais tellement peu d'expérience que j'avais le sentiment que c'était les acteurs qui jouaient les rôles d'acteurs qui étaient les acteurs. Et que nous, les acteurs qui jouions les techniciens, on comptait pour du beurre. Ça ne marchait pas, quoi. C'était pas notre truc. Donc, je mélangeais tout. Mais après, je pense que je n'ai pas fait depuis un tournage sans repenser à une séquence de la nuit américaine. Parce qu'il y a tout, il y a évidemment, quand on tourne avec un animal, il y a une scène comme ça où on voit un petit chat qui doit venir laper du lait, et puis bien entendu, il répète, ça se passe très bien, et quand on tourne, le petit chat ne veut plus aller boire le lait. Enfin, il y avait tous les cas de figure, jusqu'à la mort d'un acteur. Et moi, une fois, j'ai tourné un film, ça c'était un film pour la télévision, et l'acteur qui jouait mon père, et le jour où on a tourné son enterrement, il était tombé malade, il est mort pendant le tournage. Donc j'ai vraiment vécu toutes les situations. C'est un film qui raconte très très bien le cinéma et qui reste en même temps, le cinéma reste en même temps très magique et très mystérieux. Vous débutiez, donc j'imagine qu'on se demande toujours comment travailler un rôle. Le personnage, même si ce n'est pas elle, était inspiré de Susan Schiffman, qui était la script girl de Truffaut depuis des années et pour des années. Est-ce que vous avez eu le besoin de la rencontrer? Et est-ce que vous avez, comme ça, quel était le travail en fait pour parvenir à jouer cette script girl? Non, mais j'ai eu besoin de la rencontrer, Susan Schiffman, mais du reste, je n'ai pas eu besoin de la rencontrer parce que c'est elle qui m'a repérée, Susan Schiffman. Dans la rue, où je marchais avec mon agent, et elle a téléphoné à mon agent en disant « Qui c'est cette fille qui est avec toi ?» etc. Donc c'est elle qui m'a repérée. Mais effectivement, j'ai eu besoin de... Elle n'était plus la script girl de Truffaut, elle était devenue son assistante. Mais j'ai beaucoup regardé la script, je regardais comment elle faisait, j'essayais même d'apprendre vraiment ce métier, qui est un métier bien trop compliqué pour l'apprendre sur un tournage comme ça. Mais en tout cas, les gestes, l'attitude, la manière, la complicité. Parce qu'en réalité, le personnage, toutes les script girls ne sont pas fatalement aussi complices avec le réalisateur que Suzanne l'était sans doute avec Truffaut. On regarde tout. De toute façon, pour faire ce métier, il faut observer en permanence et on est des voleurs. Les réalisateurs nous volent des choses, mais nous, on vole aussi des choses aux autres. Il faut qu'on... Je me souviens d'un très belle interview de Jack Lemmon, et qui disait aux gens moi, j'ai besoin de vous regarder, donc il ne faut pas que vous me regardiez dans la rue, parce qu'autrement, je ne peux pas vous regarder. Vous parlez de Jack Lemmon, c'est Billy Wilder qui a cru que vous étiez la véritable script de Truffaut. Oui, et comme je n'y connaissais rien, quand Truffaut m'a dit c'était un très beau compliment, j'ai dit quand même, il exagère, il n'a pas vu que j'étais une actrice. Je ne me suis pas rendu compte au début que c'était vraiment un très bon compliment. Est-ce que vous étiez impressionné de travailler sous la direction de François Truffaut? Est-ce que c'est un sentiment qui vous taraudait ou est-ce que c'était juste il y avait un trac, mais c'était un trac de la débutante? Non, j'étais pas impressionnée. J'étais pas impressionnée parce que, d'une part, François Truffaut est devenu vraiment un personnage culte, un personnage... Enfin, il était déjà un réalisateur important et reconnu, bien entendu. Mais c'était une époque où il était... voilà, il y en avait d'autres. Il n'avait pas la position... international qu'il peut avoir maintenant. Et puis en réalité, je peux être très timide, je peux être très... mais je suis impressionnée, je ne suis pas très impressionnable pour ce genre de choses. Non. Mais il voulait que vous le tutoyiez?
Ah oui, Et il vous- me disait, bon Nathalie, il faut qu'on se tutoie. On sait toujours, vous voyez, il faut qu'on se tutoie, parce que comme on se tutoie en jouant, il faut qu'on se tutoie dans la vie. Et on n'y est jamais arrivé, ni l'un ni l'autre. Et j'ai toujours vous voyez Truffaut, et il m'a toujours tout vous voyez. On va retrouver Truffaut avec le deuxième extrait. Il va se passer, on va aller jusqu'en 78. Votre carrière va aller de rencontre en rencontre. C'est des seconds rôles, mais c'est quand même chez Piala. La Gueule ouverte, il y a Pinochet avec La Gifle, il y a Col sauté avec Mado, Ferreri, Cavalier avec Le Plan Super. Il y avait de nouveau eu François Truffaut avec L'homme qui aimait les femmes. Et puis, vous allez vous retrouver dans La Chambre verte. De nouveau, face à François Truffaut, vous êtes une jeune femme qui a perdu ses parents très jeunes, qui n'a pas de famille, qui travaille pour un commissaire-priseur, donc qui répertorie les successions afin de vendre les objets souvenirs des morts. Et lui, eh bien, c'est un homme qui a perdu sa femme, qui avait installé dans une chambre de leur maison une sorte de mausolée. Cette chambre a pris feu et donc il avait envie qu'il y ait une chapelle qui réunisse ça. Et vous allez l'aider à ce que cette chapelle puisse comme ça réunir tous les biens de sa femme. On va regarder cet extrait qui vous réunit tous les deux, et puis évidemment on en reparlera. Je ne vous l'ai pas dit jusqu'ici, mais sans le savoir, vous m'avez beaucoup aidé. Mais vous aussi, vous m'avez aidé, Cécilia. Et vous allez m'aider encore davantage. En mon absence, vous serez la gardienne du temple. Oui, la gardienne du temple. Voici la clé. Et puis il y a autre chose. Cécilia, c'est vous que j'ai choisi pour achever la figure. Achever la figure. Oui, elle ne pourra l'être que lorsque le dernier cierge sera allumé. Et je souhaite que ce soit vous qui l'allumiez. Mais lequel? Le mien, Cécilia, lorsqu'il sera temps. Bon voyage. Dites-moi, avez-vous pensé, si un jour je dois allumer un cierge pour vous, alors qui en allumera un pour moi? Est-ce que cette fois-ci c'était une proposition, ce rôle de sa part, ou il y a de nouveau une audition? Non, c'était une proposition. C'est un film dans lequel Truffaut se révèle énormément. Je pense que c'est un des films dans lequel il se raconte le plus. Il était assez inquiet de faire ce film. D'abord, il m'a imaginé dans ce personnage, mais je pense aussi une des raisons pour laquelle il m'a demandé de jouer avec lui, c'est parce que nous avions déjà tourné ensemble et nous avions déjà joué ensemble et que ça s'était bien passé, il y avait une vraie complicité et donc ça le rassurait. Il prétendait que ce personnage de Julien Davenne, il prétendait qu'il voulait au début que ce soit un autre acteur qui l'interprète. Mais je pense que profondément, il voulait que ce soit lui. Mais il a eu du mal à l'admettre et à le dire. Quand il a enfin dit qu'il allait l'interpréter, il était très très inquiet. Et donc on a travaillé pas mal en amont, ensemble, en faisant des lectures. Et du reste, c'était une chose assez formidable parce que bon, j'avais déjà plus d'expérience, bien entendu, mais j'étais encore jeune dans le métier. Mais j'avais cette liberté avec lui, alors que c'était quelqu'un qui pouvait être assez impressionnant, Truffaut, parce qu'il était par moments très timide. Et la timidité, ça rend toujours timide. Mais en même temps, j'étais à l'aise avec lui et souvent je lui disais « mais je ne comprends pas ça » ou « là, il faut faire ci, il faut faire ça ». Je me sentais très libre avec lui. Et il m'a appris beaucoup de choses pendant ces séances de travail où on était tous les deux chez lui à discuter comme ça sur les scénarios en faisant les lectures. Il m'a appris des choses quant à l'écriture du scénario. Il était très obsédé. Tous les réalisateurs ne le sont pas, parce que d'autres... Mais par là, il avait un respect très grand du public et il voulait vraiment que le public comprenne tout. Il n'aimait pas quand on ne comprend pas. Il me disait toujours, mais est-ce que vous croyez qu'on comprend cette scène-là? Est-ce que le public va comprendre pourquoi ça existe? C'était quelque chose qui était très constante chez lui. Et donc ce travail en amont, ça a été quelque chose de très nouveau. Je n'avais jamais fait ça avec un réalisateur auparavant. Et ça a été assez bénéfique parce que le tournage, après, s'est fait d'une manière beaucoup plus détendue, voire chaleureuse, parce que très souvent, quand on tourne des comédies, les gens pensent qu'on rit beaucoup, alors que souvent, on est très inquiet, parce qu'un film drôle,
on a toujours peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire rire, et donc les acteurs sont souvent très tendus. Et en revanche, là, c'était un film sur les morts, on tournait dans des cimetières, dans des chapelles, c'est quand même pas très gai, et on riait tout le temps. Parce que je pense qu'on avait besoin de soupape. On avait vraiment besoin de soupape, c'est quand même... Et donc, François, sous ses allures, Truffaut, sous ses allures d'homme comme ça, très sérieux et tout, était très drôle. Et deux ou trois fois, je me suis carrément engueulée avec lui en disant « Mais arrêtez, François !» Parce qu'il j'avais des énormes textes comme ça et il me faisait rire juste avant de tourner, quoi. Mais c'était un tournage qui était très dense et c'était un beau tournage. Et il chantait, il y a de la rumba dans l'air sur le plateau. Il chantait de la rumba dans l'air tout le temps. Et c'est un film c'est un film qui n'a pas eu de succès quand il est sorti. Et puis ensuite, il a été présenté au Japon. Moi, je n'ai pas pu partir avec lui parce que je tournais sur autre chose. Et au Japon, le film a été très très bien reçu. Et parce que et il était très heureux de ça. Et il me disait, les Japonais ont un rapport différent avec la mort et tout ça. Et il avait été très ému par l'accueil et très consolé par l'accueil du public japonais. Est-ce que le regard des cinéastes sur vous ont pu changer après ce rôle plus mélancolique que ce que vous avez pu faire? Ou est-ce qu'il a été justement peut-être trop mal vu à l'époque pour que ça arrive? Il a été vu par les professionnels, il a été vu par le public, il a été peu vu, mais par les professionnels, il a été beaucoup vu. Et maintenant, on en parle un peu comme un film culte, c'est toujours comme ça. C'est vrai qu'au début, quand j'étais au conservatoire et tout ça, je tournais beaucoup, je jouais souvent des scènes de comédie, des choses plus légères. Et puis après, quand on m'a donné des rôles qui étaient plus graves, alors après on ne me proposait que des rôles graves. Donc ça, c'est une chose après que nous, les acteurs, c'est à nous de pouvoir essayer de, si on a un désir de ne pas être enfermé dans un emploi, dans une sorte de rôle, il faut sortir, il faut prendre des chemins de traverse. Des chemins de traverse. Juste peu après ce film, vous allez tourner avec Godard dans Sauve qui peut la vie. On sait qu'à l'époque, c'était plus vraiment les deux meilleurs amis du monde. Est-ce que il vous en a parlé, François Truffaut, après de ce tournage? Est-ce qu'ils parlaient l'un de l'autre à vous comme un témoin? Alors moi, j'étais assez ignorante quant à leur relation. Et Truffaut, de toute façon, c'était quelqu'un de très curieux. Il aimait savoir tout. Il disait, bon, alors dites-moi, comment il est? Comment ça s'est passé? Vous voulez tout savoir? Ah oui, et alors un tel, elle est avec un tel? Enfin bon, c'était très curieux. Godard, lui, non. Non. J'ai jamais, ni l'un ni l'autre ne m'ont dit du mal. Mais Truffaut aimait bien savoir comment se passait le tournage de Sauve qui peut la vie. Et à vrai dire, Godard, lui, il aimait bien savoir que j'avais tourné avec Truffaut. On va faire un autre grand bond en avant, vers 1990, mais je vais quand même résumer ce qui se passe pendant Si vous avez raté les épisodes, c'est que pendant les années 80, vous recevez quand même 3 Césars, 2 comme meilleur second rôle, on a parlé de Sauve qui peut la vie et d'une étrange affaire, ensuite en 82, le César de la meilleure actrice pour La Balance, un César que vous avez d'ailleurs dédié à Romy Schneider, je me souviens. Je crois que vous l'aviez rencontré lors d'un dîner sur le tournage de La Passante du Sans Souci. Quel souvenir de regarder où de ce moment-là? Un souvenir très émouvant parce que c'était une femme qui me bouleversait et je trouvais que c'était une très grande actrice qui n'a pas eu malheureusement, elle a eu heureusement, elle a fait des films magnifiques et entre autres les films de Sautet. Claude Sautet pour moi est un très très grand réalisateur et je suis très très surprise du reste par les jeunes réalisateurs maintenant, c'est vraiment une référence. Et je le dis tout le temps à la Cinémathèque, je dis qu'il faut faire un énorme truc autour de Sautet parce que je trouve que c'est un très grand réalisateur. Mais je trouve que Romy Schneider n'a pas eu... tous les réalisateurs auraient dû la demander. Je trouve que c'était une immense actrice. Moi, elle m'avait beaucoup bouleversée
Et elle était venue me voir comme ça, je la connaissais pas, pendant le dîner, à la fin du dîner. Elle m'a fait un très beau compliment et elle m'a dit toi, tu es une vraie, et il faut te protéger. C'est un métier qui dévore, protège-toi. C'est tout. Mais ça m'a... Voilà, elle ne savait pas se protéger, sans doute. Mais elle m'a fait passer un message. Et voilà. Les années 80 se poursuivent avec des succès, comme J'ai épousé une ombre, des films qui sont devenus cultes par la suite aussi, comme Détective de Godard ou Notre histoire de Blier, qui sur le moment n'avait pas marché. Il y a moins de succès à la fin des années 80, et puis arrive le film de Nicole Garcia, qui s'appelle Un week-end sur deux. Là, vous y jouez une actrice qui, elle aussi, avait connu des jours meilleurs. L'ex-mari avait obtenu la garde des enfants après le divorce, mais elle peut l'avoir pendant donc, un week-end sur deux. Malheureusement, ce week-end-là, elle a un engagement, et pour des raisons financières, elle doit donc tenir cet engagement. Elle veut amener ses enfants avec elle, son ex-mari ne veut pas, veut les récupérer, alors elle part. Elle part vers l'Espagne, où une pluie de météorites est prévue, et dans cet extrait, on va la retrouver sur la route, dans un hôtel, avec ses deux enfants. Mais pourquoi on n'a pas pris la voiture? Parce que j'ai plus d'argent. J'ai laissé plus de 2000 francs à l'agence. Mais c'était la caution, il fallait la reprendre. Arrête de raisonner, tu dis n'importe quoi. Je leur devais cet argent. Comment on va aller à Perpignan? À Perpignan? Par le train? On a assez d'argent pour les billets? Oui, bien sûr. Où est mon sac? Mais Vincent, aide-moi, t'as pas vu mon sac? Excusez-moi, j'ai dû oublier mon sac ici tout à l'heure. Vous l'avez trouvé? Oh non, un sac comment? Un sac en cuir marron avec une anse, il doit être là? Je vois rien. Vous êtes sûr que vous l'avez pas laissé dans le car? Mais non! Excusez-moi, vous n'avez pas vu un sac marron? Non, madame. Mais il était là! Mais il était là il y a 5 minutes! Mais c'est quand même pas croyable! Ou alors quelqu'un l'a pris, il y a des passages ici. Pourquoi tu fais des histoires partout? Écoute Vincent, je suis peut-être pas la mère que tu voulais. Moi je suis une mère qui perd son sac et qui ment quand elle sait plus quoi faire. C'est comme ça que je suis Vincent. Si je vous fais honte, débrouillez-vous sans moi. C'est le grand lit. Arrête, c'est le grand lit. Arrête. Vous prenez pas votre sac? Mon fils dit que vous êtes actrice, c'est vrai? Superbe extrait et très beau film. Nicole Garcia, vous étiez amis. Et là encore... On est devenus amis après le film. Parce que là encore, on parlait tout à l'heure de La Nuit américaine, mais là aussi, peut-être qu'elle ne vous envisageait pas pour ce rôle-là, qu'elle n'était pas convaincue tout de suite que vous pourriez jouer cette mère de famille. Est-ce que c'est vrai? Oui, je crois qu'elle a cherché Nicole. Mais de toute façon, Nicole Garcia, c'est quelqu'un qui cherche, qui va voir les acteurs, qui fait des essais. Mais moi, c'est un film que j'adore. C'est un film que j'aime énormément. Je trouve que c'est un de ses plus beaux films. Et il y a une chose très émouvante, c'est que c'est donc la réalisatrice est une comédienne. C'était son premier film. Depuis, elle a fait plein de films. Et j'ai vu la naissance d'une grande réalisatrice. Et ça, c'est une chose très, très, très belle à voir. J'ai vu qu'elle allait aller loin, quoi. Et c'est un personnage qui me parlait, et c'est le rôle d'une actrice, c'est le rôle d'une actrice qui... En réalité, vous parliez pendant les années, comme ça, il y a des années, mais un acteur, en réalité, les succès, les films qui marchent, c'est très agréable, c'est très plaisant, ça fait du bien. Mais les périodes qui sont plus difficiles, les périodes des passages plus difficiles, ou des doutes, des films qui ne marchent pas, c'est là où on apprend le plus. C'est dans les épreuves qu'on apprend le plus, dans la difficulté. Et je crois que pour tous les métiers, c'est la même chose. Et ce rôle de cette femme, qui est une actrice qui a eu du succès, qui est dans une période où elle n'a pas de travail, elle a des problèmes avec ses enfants, elle est un peu paumée, etc. et tout,
c'est un personnage qui me parlait beaucoup et qui est un rôle formidable pour une actrice. Et puis c'est un des premiers rôles où on vous voit exprimer autant de violence, je dirais. Alors jusqu'ici, les cinéastes jouaient beaucoup sur une nature de douceur. Est-ce que... ça, c'est un rôle qui m'a apporté énormément. Ça, c'est un rôle qui m'a permis de faire vraiment un virage. C'est un rôle qui a pu voir que je n'étais pas, parce que j'avais souvent des rôles de femmes assez rassurantes ou dans lesquels on peut s'identifier. Et ce rôle-là, c'était une femme dans laquelle on n'avait pas fatalement envie de s'identifier et qui était inquiétante, qui n'était pas rassurante. Et donc, ça a donné des idées à d'autres réalisateurs. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des rôles, enfin, qui étaient donc des rôles de comédie, des films sombres, des films de femmes dangereuses, qui peuvent être même pas sympathiques. Et ça m'a permis, enfin, de pouvoir jouer des choses très différentes les unes des autres. Et dans les périodes de doute que vous évoquiez, le désir de cinéma ne s'est jamais évaporé. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu cette... Voilà, mais alors le désir, là, j'ai envie de dire aussi à toute personne, parce que je pense que là aussi, c'est un peu comme dans tous les métiers. Bon, bien sûr, il faut qu'on travaille. Bien sûr, on a besoin de travailler, on a besoin de gagner notre vie. Mais quand on peut... Je pense que dans mon métier, et ça, j'ai envie de le dire souvent aux jeunes acteurs, parce que le début, comme ça, quand ça marche, ça fait tourner la tête, c'est assez merveilleux. Et on est gourmand, on a de l'appétit, on est presque boulimique. Mais il faut faire très attention parce que le désir, c'est le moteur. Et ce désir, c'est comme le désir amoureux, il faut faire attention à l'autre. Et moi, je sais que si j'avais accepté à des périodes qui étaient difficiles, où j'étais dans une période de doute, où j'avais moins de travail, j'avais besoin il y avait les loyers, les trucs, etc. et tout, j'ai toujours refusé des choses, sauf parfois il m'est arrivé d'accepter des choses qui n'étaient pas géniales, parce que vraiment là, il fallait vraiment que je travaille. Mais j'ai quand même toujours... Mon luxe principal, ça a été de pouvoir dire non à des choses que je ne voulais pas faire, pour préserver, parce que je me suis dit que ça allait me faire plus de mal qu'autre chose. Et justement, ça allait mettre mon désir et l'amour de mon métier en danger. Et j'ai vu des acteurs qui, à un moment, parce qu'ils avaient des appartements, puis ils en voulaient des plus grands, puis ils voulaient avoir des plus grosses bagnoles, et puis ci, et puis ça, et puis à un moment, ils ont perdu le goût de ce métier, ils ont perdu le désir. Et ça, c'est la chose la plus triste qui soit. Vénus Beauté a eu tous les Césars, et puis d'un seul coup, il y a une proposition de cinéma qui vient de Belgique, de Frédéric Fontaine. Ça s'appelle Une liaison pornographique. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent, mais juste pour assouvir un fantasme sexuel. Mais évidemment, insidieusement, des sentiments entre eux vont se faire jour, une relation va se créer. Là, ça vous vaudra un prix d'interprétation, ce sera à Venise. L'homme, c'est Sergi Lopez, vous êtes la femme. Tout de suite, on regarde un extrait. T'as déjà fait une déclaration d'amour? Une déclaration d'amour? Ah oui, une vraie déclaration d'amour? Quand genoux par terre, les mains sur le cœur. Non, mais quand même, dire à quelqu'un, une femme par exemple, lui dire que tu l'aimes, que tu veux vivre avec elle, etc., etc. T'as déjà fait ça? Je n'ai plus fait ça depuis longtemps. À quel point longtemps? Très longtemps. Enfin, je crois, je me rappelle plus. J'avais encore de l'acné. Et pourquoi tu l'as pas fait depuis? Je ne sais pas, ça me semblait pas une bonne façon de draguer. Faire une déclaration d'amour, c'est pas draguer. Non, non. Faire une déclaration d'amour, c'est faire une déclaration d'amour. Parfois, on n'a pas envie de draguer, ni de séduire, ou de jouer des jeux. Parfois, on aime tellement quelqu'un qu'on ne peut pas faire autrement que de faire une déclaration d'amour. T'as jamais éprouvé ça? Un sentiment si fort que t'as pas le choix. Tu dois faire une déclaration d'amour. Peut-être. Mais je n'ai pas osé le faire. Pourquoi? J'avais peur. Peur de quoi? Du ridicule. De l'échec. Je t'aime.
je t'aime comme j'ai jamais aimé quelqu'un avant toi. J'ai cette impression-là maintenant, et même si elle est fausse, elle est tellement forte qu'elle peut être que vraie. Tu comprends? Je veux vivre avec toi, me marier avec toi, vieillir et porter un dentier avec toi. Enfin, 2 dentiers, chacun son dentier. Non, mais même ça, je sais que c'est faux. Je sais que si je réfléchissais 10 minutes posément, je verrais bien que c'est faux. Mais là, maintenant, j'arrive pas à réfléchir 10 minutes posément. J'arrive pas à réfléchir tout court. Je t'aime, c'est tout. Tu pleures? Non, non. Bah si, tu pleures. Enfin, oui. Excusez-moi. Je suis ému. Est-ce que là, pour tourner ces scènes-là, cette scène-là particulièrement, il y a besoin d'avoir une relation particulière avec son partenaire, d'un échange, enfin vraiment un acteur qui joue avec vous, plus que d'autres fois, où là on sent bien dans cette scène quand même qu'il se passe autre chose que le texte. Ah, moi j'ai adoré travailler avec Sergi Lopez, c'est un acteur merveilleux, c'est un acteur... Oui, je pense que la grande qualité de Frédéric Fontaine, le réalisateur, c'était... En réalité, on parle toujours des réalisateurs en disant ils ont fait un très beau film, les acteurs sont formidables, etc. Mais c'est le casting, hein. C'est quand un mauvais choix de distribution... c'est pas une question de bon ou mauvais acteurs, il y a des acteurs qui vont bien ensemble, quoi. Et là, c'était vraiment une association avec Sergi et moi qui était... on a tout de suite aimé jouer ensemble. Mais il y avait aussi un scénario en or. Oui, quand on lit ça doit être absolument incroyable. Moi, je vois le scénario, une liaison pornographique, je me dis, ils sont gonflés quand même. Et puis en réalité, j'ai lu le scénario et j'ai dit, mais c'est incroyable ce scénario. C'est un scénario... Tu vois, on en a fait une pièce de théâtre, ça a été joué dans plusieurs pays. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Et le tournage a été un tournage idyllique. Et c'est un film qui a très bien marché à l'étranger. C'est un film qui s'est très bien vendu et dont on m'a souvent parlé. Puis c'était un film qui était ludique parce qu'il y avait ce fameux fantasme qui devait être réalisé et qui n'est jamais dit. Alors, est-ce que vous avez posé la question au réalisateur, au scénariste, disant mais... Oui, bien sûr. Et je peux vous dire qu'on me l'a posé la question. Et j'ai trouvé la réponse. Quand quelqu'un me disait, mais c'est quoi le fantasme? Je disais, c'est le vôtre. Ils étaient ravis. J'ai jamais su. J'ai jamais su. Et chacun imagine ce qu'il veut. Puis ce film, c'est un parfait équilibre entre justement un cinéma cérébral et physique, je dirais. Ce qui n'est pas toujours... Voilà, on peut souvent verser d'un côté ou de l'autre. Et alors c'est très drôle parce que c'est un film qui a fait tellement travailler l'imagination des spectateurs que plusieurs fois on m'a dit « Mais quand même, c'est gonflé. Vous avez fait un film où on vous voit tout le temps dans des scènes d'amour, nus, etc. » Mais on ne voit pratiquement pas. Mais les gens sont imaginés un truc invraisemblable, quoi. Ça fait travailler l'imagination. Truffaut, vous avez dit sur le premier tournage, sur un tournage, il faut toujours avoir une tête de Turc sur qui vous passez vos nerfs, ça permet d'évacuer. Est-ce que c'est un principe que vous avez suivi dans votre Non, j'ai pas essayé de suivre ce principe, mais c'est vrai qu'il l'avait dit. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu vrai. Il y a toujours quand même quelqu'un qui nous agace et on dit « Ah, t'as vu, il est encore celui-là, et là... » Il y a toujours un truc, je sais pas, il y a quelque chose... oui, il y a toujours un pauvre malheureux ou une pauvre malheureuse qui en prend pour son grade sur le tournage. On prend entre nous, peut-être que pas... C'est ça. On va aller vers le dernier extrait, on aurait pu en voir des dizaines d'autres. On va aller en 2005. Vous allez retrouver dans ce film Xavier Beauvois, futur réalisateur des Hommes et des Dieux. Vous avez tourné avec lui déjà dans Selon Mathieu. Le film s'appelle Le Petit Lieutenant. Le Petit Lieutenant, c'est Djalil Lesper. Et face à lui, vous êtes le commandant de police, Caroline Vaudieu, ex-alcoolique, brisé par la mort de son fils, qui vient d'être réintégré après 3 années passées dans un service administratif. Et elle s'attache à cette jeune recrue. On va vous retrouver dans une scène où vous êtes face à Jacques Perrin. Ça a été dur d'arrêter? Ça l'est toujours.
Surtout à cette heure-là, dans des endroits comme celui-ci. Alors, je sors plus beaucoup. Ne me dis pas que tu restes toute seule chez toi. Si. C'est fini, ça. Passer des nuits à discuter de n'importe quoi avec des abrutis dont tu connais même pas le prénom. Et se lever le matin sans se souvenir de rien. Sauf ce que tu cherches à oublier. Tu y penses tout le temps? Oui. J'imagine souvent les choses que j'aurais pu faire avec lui. Il aurait eu l'âge de mon petit lieutenant. Tu te rends compte? Alors Xavier Beauvois avait au départ écrit ce rôle pour un homme. Et alors pourquoi est-il venu vers vous? Et est-ce qu'il a changé quelque chose parce que ce personnage est devenu une femme? Pourquoi il est venu vers moi? Parce qu'on avait déjà tourné ensemble, qu'on avait une très bonne relation. Ça l'a rassuré peut-être. Et puis Beauvois, c'est quelqu'un de libre, qui est intelligent, qui a une grande imagination. Et effectivement, il attendait la réponse d'un acteur qui ne venait pas. Enfin, je ne sais pas, il y a dû y avoir un malentendu, quelque chose, parce qu'à vrai dire, cet acteur, qui n'est autre que Jacques Dutronc, avec qui je suis très amie et qui l'aurait fait, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, j'ai pas le... Je sais pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a changé fatalement des choses, mais le fond, non. C'est un chef de groupe dans la police qui a perdu un enfant et qui a été alcoolique, qui a été obligé d'arrêter son métier parce qu'il a eu des problèmes avec cet alcoolisme, et puis qui reprend le travail. Il n'y avait pas énormément de choses à changer. C'était un très beau rôle, très beau scénario, très beau film. Et très complexe aussi, parce que jouer l'alcoolisme, passer... voilà, le corps continue à marquer cet alcoolisme-là. Comment est-ce que, justement, vous avez travaillé, outre, j'imagine, le travail avec Xavier Beauvois, mais votre côté, comment se crée l'imaginaire pour devenir cette femme? D'abord parce que j'ai connu quelques personnes qui buvaient, ça aide. Et puis parce que le rôle... Mais vous savez, souvent les gens s'imaginent bien sûr, parce qu'on parle souvent, particulièrement chez les acteurs américains, il a fait un entraînement invraisemblable chez telle chose, etc. Bien sûr, il y a cette méthode-là. J'ai fait aussi pour des tas de films, des tas d'entraînements, pour la gestuelle, pour des tas de trucs, etc. Mais il y a aussi des rôles qui sont très très bien écrits. Et puis on s'imprègne, on réfléchit, on observe, on voit, on pose des questions, et puis après on y va, quoi. Il faut faire aussi confiance dans le regard du réalisateur, s'il est très talentueux, etc. Donc j'ai été voir aussi, j'ai passé pratiquement une dizaine de jours parmi les policiers, j'ai vu des tas de choses, j'ai fait des filatures avec eux, j'ai fait plusieurs trucs. Et puis j'ai été à des réunions de AA, j'ai fait des choses comme ça, mais en même temps, malheureusement, on est tous confrontés à des personnes qui ont des problèmes d'alcool. Ce qui est très intéressant, c'est de parler de ça à des personnes qui ont des problèmes d'alcool, qui l'ont accepté, qui l'ont reconnu et qui en sont sortis, parce que c'est eux qui nous apprennent le plus. Mais le rôle était tellement bien écrit que ça... Parce que vous pouvez faire tous les exercices possibles et tous les travaux possibles en amont, si le rôle n'est pas très bien écrit et le réalisateur n'est pas très bon, ça ne marche pas. Hein. Est-ce que vous faites plus confiance aussi au fur et à mesure des films faits, l'expérience fait que d'un seul coup? Oui, mais j'aime pas trop me reposer sur l'expérience. L'expérience, c'est une chose, c'est pratique, c'est commode, ça aide, bien sûr.
mais en même temps, de se reposer sur l'expérience et de se reposer sur l'acquis, et à chaque fois, Puis je travaille avec des personnes trop différentes les unes des autres. Je fais des premiers films, je fais des films avec des acteurs, des réalisateurs très chevronnés, des films avec des réalisateurs très connus, des films avec des réalisateurs très méconnus, avec des hommes, avec des femmes. J'ai tourné avec des réalisateurs comme Xavier Dolan, on a fêté ses 23 ans au milieu du tournage. Je travaille avec des gens extrêmement différents les uns des autres, et je ne veux pas avoir l'air de la baroudeuse qui en a vu beaucoup et qui connaît la musique. Ça ne m'intéresse pas du tout, ça. À chaque fois, il y a des choses nouvelles qu'on apprend. Il faut remettre tout... il faut remettre toutes les choses. Chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, donc il faut découvrir encore. Moi, j'ai encore cette chance. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est quelque chose que je travaille et que je protège, mais de garder encore le désir, de la curiosité et même la surprise, quoi. Le premier film de Xavier Beauvois, qui s'appelait Nord, on l'avait comparé à Piala, beaucoup. Est-ce que, vous qui avez travaillé avec les deux, il y a un lien de filiation? Évidemment, l'un n'est pas l'autre et vice-versa, mais est-ce que vous avez retrouvé des choses... Pour moi, Beauvois, c'est le réalisateur le plus proche de Piala. C'est celui qui est le... Pour avoir connaître ces deux hommes, c'est pour moi le réalisateur, parce que tout le monde veut un peu se dire qu'il vient du cinéma de Piala, etc. Pour moi, c'est Beauvois le plus proche. Nord, c'est un film admirable. Et pour quelle raison vous le trouvez proche de lui? Beauvois, par exemple, a un sens du cadre exceptionnel. Maurice Piala l'avait aussi. Et pourtant, Xavier Beauvois a il travaille toujours avec une chef opérateur qui est Caroline Champetier, qui est une très très bonne chef opérateur, et qui a un sens du cadre très bon. Mais elle place sa caméra, elle choisit son cadre, et il lui dit un peu plus à gauche. Alors elle dit, ah mais quand même, mon petit Xavier, elle parle comme ça. Ah mais quand même, c'est très bien, etc. Un peu plus. Alors ils commencent à s'engueuler, ils vont se battre un peu 3 minutes dans la pièce à côté, et puis elle revient et dit, bon mon petit Xavier, ça va là? Et voilà, tout va bien. Et il a absolument raison. Il change même pas d'un mètre, et c'est incroyable. Et ça n'enlève rien au talent de Caroline Champetier, qui est bien trop intelligente pour... elle ne retravaillerait plus avec lui tout le temps. Voilà. Donc il y a ça, et puis aussi c'est la vérité. Un jour, il dit à un acteur qui est un très très bon acteur, qui tourne une scène, et l'acteur est très parfait. Et il lui dit, mais c'est très bien, mais pourquoi tu déglutis à ce moment-là? Pourquoi tu fais ça? C'est pas la peine. Et l'acteur a dit, mais c'est vrai, il a raison. Je fais ça parce que souvent on voit des acteurs qui font ça dans les films pour montrer qu'ils sont inquiets. C'est pas la peine de le faire. Quand on est inquiet, on le fait pas. Il gomme tous les petits trucs qu'on peut avoir, nous les acteurs, les petits trucs les petites aides, les petites choses qui nous rassurent, qui sont comme des mini béquilles. Et ils voient tout, ils ont un œil de lynx. Maurice Piala avait un œil de lynx, et Xavier aussi. Alors la différence, c'est que Piala pouvait le dire un petit peu avec un peu de... quelques petites fléchettes à côté, tac, tac, et puis il nous le disait quand même, tandis que Beauvois est très gentil. Et justement, le travail dans le conflit, et on sait que Maurice Piala, c'est quelque chose qui servait son travail, et peut-être d'autres, vous, c'est quelque chose qui peut vous paralyser, ou vous vous adaptez finalement, vous êtes un caméléon, et vous suivez... Moi, le travail dans le conflit, je ne trouve pas ça nécessaire, mais tous les réalisateurs les plus difficiles, les plus réputés durs, avec lesquels j'ai travaillé, et j'en ai affronté quelques-uns, ça m'a toujours paru de la rigolade par rapport au professeur de danse russe que j'ai eu, de l'âge de 7 ans à l'âge de 20 ans. Donc c'était des agneaux à côté. Donc Piala, Godard et Goretta réunis, ça va. Vous avez eu un César sur scène, ce sera ma dernière question, et vous avez dit, ce que vous avez un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le plus dur dans ce métier, c'est quand on ne travaille pas. Dans les moments où vous n'aviez pas travaillé, dans les années 70 ou moins, je crois que l'une des personnes qui a compté était Gérard Depardieu. Ouais.
qui vous louait, je crois, un appartement à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces années-là et ce lien qui s'est tissé entre vous et qui, j'imagine, voilà, ne s'est jamais perdu depuis? Non. J'ai connu Gérard, il était totalement inconnu. En deuxième année du conservatoire, j'ai fait du théâtre dans une pièce qui a été un bide retentissant avec Bernard Blier. Et il y avait deux rôles très importants, d'un homme et une femme. Ça se passait dans un commissariat en Amérique du Sud. Et c'était Gérard Depardieu qui faisait le rôle d'un flic un peu abruti, il faut bien dire. Et moi, d'une journaliste insupportable, avec des lunettes encore, décidément, ça m'a poursuivi. Voilà. Et donc, on se faisait régulièrement engueuler, moi tout particulièrement, par Bernard Blier, parce que Gérard me donnait des fous rires. Et donc, une amitié s'est créée à ce moment-là. Et effectivement, il allait quitter un appartement parce que son deuxième enfant allait arriver, c'était trop petit. Et donc, j'ai repris son appartement pour y habiter. Et comme il avait été très heureux dans cet endroit-là, il venait de temps en temps me rendre visite. Et effectivement, j'ai commencé à travailler pas mal, etc. Et puis après, j'ai eu une période vraiment de trou, de doute. Et c'est vrai que dans ces cas-là, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, effectivement, c'est que subitement, on a l'impression, comme c'est un métier qui fonctionne sur le désir des autres, le désir, un réalisateur a le désir de travailler avec vous, et voilà, donc quand on n'a plus de propositions, ben on n'est plus désiré, et quand on n'est plus désiré, eh ben, on a l'impression d'être rien, quoi, d'être une coquille vide, et on ne peut pas... En réalité, un peintre, il peut continuer à peindre tout seul chez lui, même s'il ne vend pas, il en crève. Mes parents étaient peintres, donc je sais ce que c'est, mais un pianiste, il peut continuer à jouer, mais nous, on ne va pas, devant une glace de la salle de bain, dire Antigone, vous voyez, c'est pas possible, quoi. Donc on n'est rien. Un acteur qui n'est pas engagé, c'est rien. C'est rien. Et donc, il y a des moments de doute abyssal, quoi, c'est terrible. Et Gérard est venu 2 ou 3 fois comme ça et j'étais pas au top, quoi. Et une fois, il tournait le film de Ferreri. Il m'a dit, je vais t'emmener voir Marco, il va te trouver une scène, va. Donc c'est comme ça que j'ai tourné une scène dans La Dernière Femme. Une autre fois, il m'a dit, je vais te changer les idées, tu vas voir, je vais t'emmener en moto. Il m'a fait faire 2 fois le tour de Paris sur le périphérique, j'ai failli crever. Il m'a dit, ça va mieux? Ben, ça, c'est sûr que je ne pensais plus du tout à ce problème-là. Et puis, enfin voilà, comme ça, il y avait... Et puis après, on s'est retrouvés sur plusieurs films, dont Le Retour de Martin Guerre, où là, ça n'a fait que consolider notre amitié. C'est un immense acteur et c'est un homme immense. Et il déborde dans tous les sens, mais de bonnes choses. Voilà. Eh bien, il est temps, je ne vais pas me monopoliser à moi tout seul. Est-ce qu'il y a des questions? Et si oui, on va faire circuler des micros. N'hésitez pas à lever la main. Oui, j'avais une question, vous parlez de vos rôles. Dans toute votre carrière, est-ce qu'il y a un rôle vraiment qui vous a marqué? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est difficile de choisir un rôle. Franchement, c'est difficile de choisir un rôle. C'est une question qu'on m'a posée souvent et je suis assez incapable de... En réalité, quand on m'a demandé de choisir des extraits, j'ai choisi ces films-là parce que c'était des films qui, pour moi, étaient un peu des étapes ou des moments importants, puis des films que j'aime. Donc, dans tous ces rôles-là, il y a eu des choses qui ont été... Mais je peux pas vraiment... J'ai envie de vous dire le prochain, comme ça va... C'est une manière de contourner l'obstacle. C'est trop difficile, je peux pas. C'est comme quand on a plusieurs enfants, de vous dire qu'il y en a un que vous préférez, je peux pas. Mis à part le désir et la curiosité, est-ce que vous aurez un conseil à donner aux jeunes acteurs? Alors déjà, de ne pas vous décourager quand les choses vont moins bien que vous ne le souhaitez.
Parce que je pense que les acteurs qui durent, qui restent, c'est ceux qui lâchent pas, si vous voulez. Parce que, franchement, j'ai vu des acteurs qui sont arrivés très très loin, et il n'y en a pas un qui ne soit pas passé par des moments très très difficiles. Ça n'existe pas. Et heureusement. Parce qu'autrement, on deviendrait complètement idiot. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les épreuves et les moments difficiles qui nous font découvrir la valeur des choses, et c'est comme ça qu'on avance. Alors déjà ça, moi je dis, bien sûr, il faut un certain talent, il faut du travail et encore du travail. C'est-à-dire que c'est un métier où on peut avoir la chance très rapidement de commencer, de faire quelque chose, d'être bon une fois. Tout le monde peut être bon une fois. Tout le monde. C'est pas si compliqué. Mais de durer, la durée, c'est ça qui est le plus difficile. Donc il faut toujours retravailler, il faut toujours jamais se reposer sur ses acquis, jamais toujours apprendre, toujours se remettre en question, ne pas le grand danger dans ce métier, c'est que quand on a du succès, on peut tout simplement, ça peut faire tourner la tête, et puis quand ça va pas, on peut sombrer. Il ne faut pas que la tête s'envole et qu'on pète un câble quand ça marche. Il ne faut pas non plus abandonner quand ça ne marche pas. Et c'est un métier, mon père m'avait dit, d'accord, tu choisis un métier qui va te donner des grandes joies et des grandes peines. Bah, je lui ai dit oui, je préfère ça que des petites joies et des petites peines. Mais c'est vrai, ça donne les deux. Donc lâchez pas. Quand on commence à apprendre la réalisation, à notre âge, il y a quelque chose de très intimidant et difficile, donc c'est la direction d'acteur, et parfois travailler avec des comédiens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Donc j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous attendez en particulier d'un réalisateur pour travailler avec lui, et à quel moment est-ce que vous sentez que vous tenez le bon bout, en fait, sur le travail? Moi, j'ai travaillé avec des réalisateurs qui savent diriger qui savent très bien diriger les acteurs. Souvent les réalisateurs qui sont eux-mêmes acteurs savent bien diriger les acteurs parce qu'ils connaissent les acteurs. Ils sont du bâtiment, comme on dit, quoi. Mais il y a des réalisateurs. Truffaut, par exemple, un jour, quand j'ai vu comment s'appelle ce film qui avait tellement de succès avec Depardieu et Deneuve, Le Dernier Métro, je lui ai dit, vous avez fait un travail avec des acteurs magnifiques. Et il m'a dit, mais Nathalie, vous savez très bien que je dirige pas les acteurs. Et il faisait une distribution qui était toujours très juste, et il nous aimait. Il nous aimait. C'est vrai qu'il nous donnait pas énormément d'indications, mais il nous aimait. Il faut les aimer, il faut pas se tromper sur la distribution. Et puis vraiment, faut les acteurs, on est un peu des gros bébés, il faut nous aimer. Et puis à ce moment-là, on fait reset, on fera tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez déjà, par exemple, écrit un scénario et éventuellement pensé réaliser votre propre film? On a tous ce désir-là quelque part enfoui, caché, non reconnu, non avoué. Si ça m'arrive, déjà je commencerai par un court-métrage, parce qu'il mieux vaut faire une petite catastrophe qu'une grosse catastrophe. Mais un jour j'aurai sans doute envie de le faire, oui. Un jour. Parce que quand même, il y a quelque chose qui est très tentant quand on finit par connaître vraiment bien le cinéma et qu'on connaît vraiment les deux côtés, quoi. Le côté, on a envie de voir aussi. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup les acteurs et de diriger les acteurs, il y a toujours un moment où on a un peu ce désir-là, de les emmener là où ils n'ont pas été. Oui, puis de cadrer, je suis toujours intéressée par le cadre. Oui, c'est une envie. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Est-ce que je la réaliserai? Peut-être. Voilà, c'était la dernière question. Alors moi, je voulais déjà vous remercier de votre écoute, remercier Unifrance d'avoir eu cette belle idée, de remercier surtout Nathalie Baye de nous avoir confié toutes ces anecdotes sur son parcours, tous les secrets de fabrication. Dire que cette année, il y a eu un très beau film qui est sorti qui s'appelle L'affaire SK1,
qui à cause des événements a été malheureusement peu ou mal vu, qui sort bientôt en DVD. Et donc pour vous admirer de nouveau dans ce grand film de Frédéric Tellier, ça sera l'occasion. En tous les cas, merci à vous beaucoup, Nathalie. Oui, merci à vous tous. Merci.